C'est bon? Bon, on va commencer, on ne va pas vous laisser attendre plus longtemps. Donc merci à toutes et à tous d'être là. Donc je suis Daniel Bakou, je suis le président de l'association Héritage Avion Morane-Saunier. Juste, je vais vous décrire en quelques mots quelle est cette association, qu'est-ce qu'on fait. Et après, Philippe de Segovia qui est ici, c'est notre conférencier, c'est aussi le secrétaire de l'association. Et c'est lui qui va faire cette conférence. Donc pour nous, c'est une grande première de faire une conférence. C'est une idée qui nous a été apportée par Charles, voilà, Charles Claveau, qui est le président de la même association chez Turbomeca, avec qui on a un partenariat, bien qu'il soit béarnais. Quand même, on fait les choses bien, parce qu'en fait, on a beaucoup de communautés. Donc l'idée, c'est cette première association, cette première conférence, c'est sur le thème de la chasse, l'aviation de chasse, le terme c'est la chasse. Donc il y a bien sûr beaucoup de communalités avec Morane-Saunier, et bon, Philippe vous expliquera tout ça plus en détail. Au titre de l'association, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette association est constituée de membres retraités de Morane-Saunier, de la Socata, de Daher aujourd'hui. Donc il y en a des moins jeunes aux plus jeunes, c'est sans exclusivité. Mais ce n'est pas réservé aux gens de la Socata ou Morane-Saunier, c'est ouvert à tout le monde. Donc cette association, le but c'est de préserver et promouvoir l'histoire de Morane-Saunier, qui a quand même plus de 100 ans d'âge, puisque l'usine, les aéroplanes Morane-Saunier ont été créés en 1911, à Puteaux, et est venu sur Tarbes en 41, c'est ça? Je dis pas de bêtises parce qu'il y a des historiens, je vais me faire reprendre. Donc il y a beaucoup de gens ici dans la salle qui étaient, certains étaient là à cette époque d'ailleurs, hein. Donc c'est quand même, c'est important et pour nous ça a beaucoup de sens. Donc en 100 ans d'histoire, on avait beaucoup de choses à raconter. Donc ce qu'on a décidé, c'était de faire certaines activités plus précises et d'arriver au bout. La première, c'est qu'on a récupéré une grande partie des archives de Morane-Saunier de l'époque, plans, dessins, plein de choses. Et on a un partenariat avec le Conseil général et les archives départementales. Il y a Cédric qui est ici, qui les représente. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté toutes ces, récollé, c'est le terme exact, toutes ces archives, et on les a transférées aux archives départementales. On continue à le faire, parce que comme on commence à être connu, il y a des gens qui nous en ramènent, et on en découvre encore, ce qui est quand même assez extraordinaire aussi, même dans l'usine. Donc ça, c'est notre projet numéro 1 majeur. Je dirais qu'aujourd'hui, on le poursuit, on y est arrivé, donc c'était quand même très important. Le deuxième projet que l'on a, ça c'est autre chose qui est quand même une autre histoire, qui est une autre aventure, surtout, c'est que Philippe vous parlera d'un avion qui s'appelle le Morane-Saunier type L. Il y a eu environ 1 millier d'avions de construits, je crois, à peu près. Il n'y en a plus un seul. Vous allez voir que c'est un avion qui est quand même unique et spécial. En fait, on est en train de le reconstruire, cet avion, ici, là, dans l'usine. Alors, ce qui est intéressant dans cette association, c'est un mélange de jeunes, comme Olivier, par exemple, des plus jeunes, ou Michael, ou d'autres, et de moins jeunes, comme tous les messieurs qui sont au deuxième rang, là. Les jeunes le dessinent et les moins jeunes le fabriquent. L'objectif, c'est que cette réplique volera en fin d'année. C'est pas une grimace, c'est prévu. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on est depuis 4 ans, bientôt 5. C'est Stéphane, qui est notre chef pilote, qui fera le premier vol d'ailleurs, puisque c'est un ensemble où tout le monde participe, c'est intéressant. Donc voilà, on a beaucoup d'autres projets, on essaie de les limiter. Donc si vous êtes intéressé par cette association, si vous êtes à la Socata, on est section des éperviers. Quand vous êtes aux éperviers, il faut rajouter patrimoine Morane-Saunier. Tous les mois, on écrit une lettre qui s'appelle le Petit Léon, qu'on envoie à tous les membres de l'association, où on explique ce qu'on fait. C'est très important d'avoir des membres actifs, mais des membres aussi qui font partie de l'association, mais qui nous sont solidaires, c'est aussi important. Donc on est plus de 200 membres aujourd'hui. Je dirais qu'on est une trentaine d'actifs. Donc si vous voulez être membre, c'est facile. À l'intérieur de la Socata, c'est une section du CE. À l'extérieur, on a des formulaires qu'on vous donnera à la fin. Donc l'objectif de ce soir, c'est que Philippe va vous faire sa conférence où vous exposez ces 100 ans, il y a 100 ans, la naissance de l'aviation.
Et après, ce que je vous propose, on fera, si vous avez des questions, on sera à votre disposition, il sera à votre disposition pour y répondre. Voilà. Merci à tous d'être là et bonne conférence. Merci Daniel. Alors comme Daniel vous l'a dit, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles on a choisi comme thème, voici 100 ans, à la création de l'aviation de chasse. Bon, d'abord parce que c'est lié à notre projet de type L, de reconstruction. Donc on va vous expliquer au travers de cette présentation pourquoi, quel était l'intérêt historique du type L. Vous allez voir que ça dépasse un peu les cadres stricts de notre aviation légère. C'est un fait historique. Et donc, je suis en charge aujourd'hui de la promotion des avions construits par la société, maintenant sous l'étiquette d'AR, avant Socata, et notamment du TBM. Et à côté, je suis un historien amateur. Et dans une carrière précédente, j'ai été journaliste, donc j'ai appris à prendre le fait saillant qui capte l'attention du public. Et puis après, ça permet de parler de beaucoup de choses. Et c'est un peu au travers de cette naissance de l'aviation de chasse que je vous propose un petit voyage dans le temps. Alors déjà, un truc qui intéresse beaucoup les garçons, quand on parle avion de chasse, là tout de suite, je suis désolé, il y a au moins un représentant de l'agent féminine ici, mais c'est vrai que quand on est un petit garçon, on joue aux cow-boys et aux indiens, et puis on joue aussi à faire la guerre, avec les petites maquettes d'avions, et donc c'est quelque chose qui parle. Dans l'imaginaire collectif, on a entendu parler du Baron Rouge, de Guilmer, de beaucoup de gens, mais sans très bien savoir comment tout ça a commencé. Et en se disant, c'était pas évident, il y a 100 ans, d'imaginer qu'on pouvait faire du combat aérien, même si certains le rêvaient, pour beaucoup c'était de la science-fiction. Et ce que vous allez voir au travers de cette histoire, c'est qu'il y a eu un cheminement pour que de l'idée de visionnaire de certains, des généraux, des techniciens, de simples mécanos, mais comment ça a pu se traduire dans les faits et pourquoi ça a eu une grande importance historique, même si les nombres n'étaient pas ce qu'on pourrait imaginer. C'était pas, au début de cette histoire, vous allez voir que c'était pas des milliers d'avions dans le ciel, c'était 10 avions répartis sur un front qui faisait 750 km. Donc autant dire que il n'y avait pas des combats aériens souvent tous les jours au début. Après, ça a commencé à prendre une tournure différente, mais très souvent on voyait que c'était dans des endroits du front où la bagarre était très chaude et il y avait une grosse densité d'appareils et parfois pendant 2 heures dans la journée. Et après, ces premiers avions aussi étaient soumis à tout un tas d'aléas que nous connaissons aujourd'hui, mais par lesquels que nous savons surmonter, la météo, les problèmes techniques, les problèmes surtout avec les premiers aérodromes qui étaient des bandes d'aviation, des terrains qui pouvaient être boueux et qui pouvaient empêcher les avions de décoller. Et dans ces cas-là, les seules ressources, c'était on démonte l'avion, on le met sur un camion et on va dans un endroit où on espère que ce sera un peu plus sec. Et vous allez voir aussi donc, avec les caractéristiques des appareils qui ont pu évoluer et comment l'image que vous voyez ici, donc le combat qu'on imagine avec le pilote et son écharpe blanche qui vole avec l'air, ça a pu prendre corps et parfois on se rend compte que la réalité était un petit peu différente. Alors déjà, on va vous parler de 1913, du 5e salon de la locomotion aérienne, où la maison Morane-Saulnier, elle présentait pour la première fois un appareil à aile haute, qui était une nouveauté, même s'il y a certainement eu d'autres appareils à aile haute, mais celui-ci a connu une grande publicité, et si bien que les journalistes de l'époque l'ont appelé le parasol. Ce n'était pas un nom commercial de la marque. En fait, ils avaient pris la voilure et la cellule d'un type G, et ils avaient mis l'aile au-dessus. Alors pourquoi ils avaient fait ça? C'est parce qu'à l'époque, Morane-Saulnier vivait des compétitions auxquelles participaient ces avions, et il y avait des riches sportifs, ceux qui avaient les moyens ou de très riches sponsors, qui pouvaient participer aux grandes courses de l'époque et qui achetaient les avions. Et c'était comme ça que ça tournait. Et après, il y a ceux qui voulaient apprendre à piloter, évidemment. L'école de pilotage, ça a été aussi une source de revenus pour ces pionniers de l'aviation. Et dans l'école de pilotage, on se rendait compte que les gens aussi, ils aimaient bien aller se promener, voir la campagne, etc. Et donc l'idée qui a germé
entre Raymond Saulnier et Robert Morin, c'est de dire, et si on avait un avion qui dégage la vue vers le bas, ben, on vendrait plus de baptême de l'air et on vendrait plus de formation de pilotage. Donc c'est ce qui les avait guidés. Donc ils créent ce fameux parasol. Donc au début c'est un type G. Et puis là-dessus, ben, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, notamment ils sont sur le terrain de Villacoublay-Morane. À l'époque à Villacoublay il y a plusieurs aérodromes. Et notamment il y a aussi le début d'un aérodrome militaire qui est entre Buc et Villacoublay. Et les militaires viennent voir. Et il y a certains qui s'intéressent en disant mais ça pourrait faire un bon avion de reconnaissance, mais il faudrait qu'il soit ceci. Enfin, le client, il veut toujours l'avion qu'on n'a pas construit. Ça, c'est une vieille antienne dans notre secteur de la construction aéronautique. Et donc, ça devient, dans l'esprit de Raymond Saulnier, un avion qui va être le type L, c'est-à-dire qu'on va faire 2 trous d'hommes séparés, on va l'agrandir un peu, on va lui donner un petit peu plus de puissance. Et alors, surtout, ce prometteur type L, il capte l'attention des Turcs. Alors, ce qu'il faut savoir, les débuts de la guerre aérienne, ça a démarré par un conflit entre la Libye et la Turquie. En fait, la Libye, qui faisait partie de l'Empire ottoman à l'époque, donc on est en 1911, a toujours des fractions rebelles, et ces rebelles, plus ou moins incités, se mettent sous la protection du roi d'Italie, qui bien sûr envoie un corps expéditionnaire. Donc il y avait 10 000 soldats turcs en Libye. Les Italiens envoient un corps expéditionnaire de 150 000 hommes. Et pour appuyer leur invasion, ils font effectuer des reconnaissances depuis la Sicile par des avions Blériot. Et donc c'est la première utilisation militaire dans un conflit des aéroplanes. Bon, les Turcs, bien sûr, sont battus, mais par contre, le ministre de la guerre de l'époque, le fameux Şevket Pacha, il est très intéressé par ces développements et il décide absolument qu'il faut qu'il y ait une aviation turque. D'autant qu'ils vont avoir quelques mois plus tard une autre guerre, dite la première guerre des Balkans, où ils vont se battre contre les Grecs, les Bulgares, les Serbes. Et là, ils vont aligner leurs premiers appareils. Mais ils se rendent bien compte que les Blériot et ce qu'ils trouvent à l'époque ne sont pas forcément très adaptés. Et là-dessus, Şevket Pacha envoie une mission en France repérer des appareils intéressants et qui lui parle de ce Morin Saulnier. Bon, entre-temps, il y a un coup d'État, Şevket Pacha est assassiné et son successeur, qui est Enver Pacha, prolonge la réflexion et il décide que ce Morin Saulnier, décidément, est bien prometteur. Alors d'autant qu'en France, la diplomatie, elle joue sur un fait, c'est qu'on ne sait pas de quel côté vont pencher les Turcs en cas de conflit. Tout le monde aimerait les avoir avec soi. D'ailleurs, les Turcs vont se décider très tard, puisque la guerre de 14-18 va éclater au 1er août 14, et les Turcs vont rejoindre les centraux seulement vers la fin de l'année, au mois de novembre, après que chacun a fait des promesses, et surtout les Allemands ont promis qu'ils auraient des cuirassés pour se battre contre les Russes. Et ça, c'est ce qui a fini d'emporter la décision côté turc. Mais à partir du moment où on va les sentir pencher de l'autre côté, il va y avoir un embargo qui va être décrété sur ces avions, donc les Turcs n'auront jamais leur type L. Après, il y a un autre fait, c'était l'adoption de la mitrailleuse Hotchkiss dans l'armée française. Alors la mitrailleuse, c'est une invention à l'origine américaine. C'est le fameux constructeur Gatling qui a imaginé les premières. Mais il y a eu un autre ingénieur américain qui s'appelait Hiram Maxim, qui a proposé un autre système que la Gatling. La Gatling, c'était un système de barillet, où on pouvait tirer les coups. Et alors donc il fallait 2 personnes pour activer la mitrailleuse Gatling, dont une qui était à la manivelle, qui faisait tourner le barillet, et l'autre qui appuyait sur le percuteur. Alors évidemment, c'était mécanique, c'était lourd, c'était encombrant. Et cet autre ingénieur américain, donc Hiram Maxim, a eu l'idée d'avoir un système utilisant les gaz au moment de la percussion, et d'utiliser l'effet de recul pour activer la balle suivante. Et donc c'est la naissance de la mitrailleuse Maxim, qui sera très utilisée. Alors aux États-Unis, on n'en veut pas, parce qu'on trouve que la Gatling, elle est très bien, puis bon, la guerre de sécession vient de se terminer, on n'envisage pas de conflit dans l'immédiat. Mais en revanche, en Angleterre, où
ils ont des visées d'expansion colonialiste, notamment ils ont une guerre contre les Zoulous et puis en Afrique du Sud. Et donc l'armée anglaise va être très intéressée, et c'est la firme Vickers, qui est une grosse firme dans l'armement, qui est également un chantier naval, qui va s'intéresser donc au principe de la mitrailleuse Maxim. Et puis également, Monsieur Maxim va vendre aussi son brevet en Allemagne, et ça va donner la mitrailleuse MG-08, donc, qui va équiper l'armée allemande à partir de 1908. Et du coup, en France, on a un ingénieur américain, Monsieur Hotchkiss, qui a aussi des usines en France, notamment à Saint-Denis, et qui va acheter un brevet autrichien, celui-ci, parce que ça a émulé pas mal de monde à réfléchir à ce type d'arme automatique. Et donc, cet ingénieur a eu l'idée d'utiliser un système de vérin. Donc, c'est ce que vous allez voir sur l'engin qui est ici. Et donc, le chargeur que vous voyez ici, c'était un chargeur de 25 cartouches. Alors, il y avait déjà une première mitrailleuse faite par la manufacture d'armes de Saint-Étienne. D'ailleurs, la France avait commencé à mettre des mitrailleuses en service dès la guerre de 1870. Mais à cette époque-là, c'était des mitrailleuses qui étaient tellement lourdes que les mitrailleuses restaient avec l'artillerie. Donc du coup, elles n'étaient pas très efficaces pour des combats rapprochés, et on va voir la suite de l'utilisation de la mitrailleuse va prouver que c'est plutôt une arme offensive terrible. Et donc cette mitrailleuse de Hotchkiss commence à équiper l'armée française. Et alors c'est là que ça va donner des idées à Raymond Saulnier. Donc on est en mai 1914. Et il entend pas mal de monde discuter. Alors, à l'époque, on ne pense pas à un conflit tel que le conflit contre l'Allemagne, l'Autriche, et bref, un conflit à l'échelle européenne. On pense plutôt qu'on va en découdre tôt ou tard avec l'Allemagne. Et donc l'idée, c'est il faut montrer les dents. Bon, il y a eu un incident en 1911 à propos du Maroc, sur qui était le protecteur du Maroc avec les Allemands. Ça a failli chauffer, et sans l'aide des Anglais. Et donc, Raymond Saulnier, un bon patriote, va proposer ça au ministère. Donc on lui prête une Hotchkiss qui vient juste de rentrer en service dans l'armée française pour faire des essais de tir, en lui disant écoutez, voyez ce que vous pouvez faire. Donc il a l'idée d'avoir un système de cam qui permette de synchroniser le tir. Bon, il se rend bien compte qu'il y a une course qui est quand même assez longue. Donc avec la cam, c'est très difficile de synchroniser les tirs. Donc en fait, il choisit l'opération inverse, c'est d'essayer de synchroniser la percussion avec les mouvements de rotation du moteur et de l'hélice, puisque c'est des moteurs rotatifs, donc ça tourne en même temps. Donc il faut arriver à tirer entre les balles de l'hélice. Bon, les essais ne sont pas concluants. Alors bon, il y a le côté Raymond Saulnier qui dit « mais si, ça a été très concluant, et c'est l'état-major qui n'a pas voulu poursuivre ». Et il y a un rapport du ministère de la Guerre de l'époque qui dit c'est pas si concluant que ça. Le pourcentage de coups au but et de coups sur l'hélice est trop important. Et puis en plus, cette mitrailleuse, au début de sa carrière, elle avait tendance en plus à s'enrayer, parce que c'était lié aux lames qui tenaient les cartouches et sur la bande. Et du fait que ce soit un peu rigide, ça avait tendance à coincer par moment. Donc, bon, et c'est non concluant, mais Raymond Saulnier garde son projet bien au chaud, et il se dit ça servira peut-être tôt ou tard. Et alors c'est là qu'on a une réaction en chaîne dans les événements qui se passent à cette époque, et qui vont aboutir à l'ordre de mobilisation générale, donc qui déclenche la guerre de 14. Bon, alors, pour revenir un peu sur l'historique, vous avez la petite Serbie qui est agressée par l'Autriche suite à l'attentat de Sarajevo. Il y a un ultimatum en une dizaine de points. Il n'y a que le dernier point qui n'est pas satisfait, c'est-à-dire que les Autrichiens demandent qu'il y ait une commission d'enquête autrichienne, purement autrichienne, qui vienne enquêter en Serbie sur les agissements de l'auteur. Et ça, c'est inacceptable pour les Serbes. Et sinon, sur tous les autres points, ils étaient d'accord, et donc ça devient le prétexte pour l'Autriche d'envahir la Serbie. Bien sûr, les Russes se posent en protecteurs de la Serbie. Les Allemands sont alliés de l'Autriche et disent on va en découdre avec la Russie. Alors c'est là où après, quand on discutait avec les historiens suivant quel pays, pour les Allemands, c'est les Russes qui ont tout déclenché. Si les Russes n'en étaient pas mêlés,
ça aurait été un conflit localisé. Et bon, pour nous, on a une vision un peu différente, c'est que bon, les Allemands donc attaquant la Russie, et en même temps, c'est nos alliés, donc on leur déclare la guerre également, et les Allemands, pour nous régler le compte de la France, décident de passer par la Belgique. Et alors, passant par la Belgique, évidemment, ça énerve les Anglais, donc, et c'est comme ça qu'on retrouve 5 nations qui rentrent dans ce conflit. Donc l'ordre de mobilisation générale est fait. On voit, ça c'était la dépêche du Midi à Toulouse, qui annonçait déjà la guerre européenne. Voilà. Et alors les forces en présence. Alors j'ai regardé sur le plan aéronautique, donc on voit au début du conflit, on voit que les empires centraux, donc c'est l'Allemagne et l'Autriche, donc centraux, qui ont signé des accords avec l'Italie. C'est la fameuse triple entente. Et les Italiens, sur le moment, déclarent pas la guerre. Ils vont pas bouger. En fait, ils vont jouer les marchands de tapis au début du conflit, puisqu'ils vont regarder comment la situation va évoluer, et pour savoir quel va être leur meilleur profit au terme du conflit. Parce que ils n'ont pas de raison d'avoir de mauvaises relations, ni avec les Serbes, ni avec les autres. Et ce qu'on voit au travers de ça, bon, la Turquie n'est pas encore rentrée dans le conflit, et puis petit à petit, d'autres pays vont se rejoindre, donc la plupart vont rejoindre le camp allié, sauf la Bulgarie qui elle, voit des intérêts à développer son pays, et surtout à le faire aux dépens de ses voisins, la Serbie, la Roumanie et la Grèce. Donc ce qu'on voit, c'est les flottes d'avions. Elles ne sont pas énormes. Hein. L'Angleterre, par exemple, n'a que 36 avions militaires recensés. C'est-à-dire qu'ils ont regardé tout ce qui était réquisitionnable et ils ont jugé qu'il y avait 36 avions qui pouvaient être utilisés pour la guerre. En France, on compte 200 avions. Là-dedans, il y a 148 avions qui sont en première ligne et il y a à peu près 60 avions en réserve. Et par contre, on a tout réquisitionné, mais on s'est rendu compte que beaucoup de machines n'avaient pas des conditions de navigabilité comme on pouvait les estimer à l'époque. À l'époque, on ne prenait pas de risque. Dès qu'une machine avait le moindre dysfonctionnement, elle restait au hangar. Par contre, on allait les garder pour pièces. Donc on voit l'Italie 12 avions, l'Autriche-Hongrie, ils ont 148 machines, mais surtout la puissance... les deux grandes puissances en termes de nombre d'avions, c'est l'Allemagne et la Russie. Alors la Russie, on le sait peu, mais avait déjà des constructeurs. Alors pour la plupart, c'était des constructeurs qui construisaient des modèles étrangers sous licence. Mais il y avait un constructeur dont on commençait à parler, et dont on parle toujours aujourd'hui, qui s'appelle Sikorsky, et qui a fait les premiers billes et quadrimoteurs, et qui vont être utilisés pour le bombardement. Mais pour le bombardement, ça va être très modeste de parler de forces stratégiques, ça va être... Il y a une vingtaine d'appareils opérationnels au maximum du conflit. Et c'était des appareils que Sikorsky vouait à faire du transport initialement et qui très vite vont avoir une autre utilisation. Et donc, à ce moment-là, sur le papier, les Russes, ça fait peur. Et donc, en fait, tout l'état-major français, à ce moment-là, pense que la guerre va être très rapide, que le rouleau compresseur russe va déferler sur l'Allemagne, et que très très vite, l'Allemagne va demander grâce, et qu'il n'y a pas besoin de s'en faire beaucoup. Donc il y a une stratégie qui est un petit peu attentiste de ce côté-là, et puis l'autre, c'est on a des généraux, il y a le général Foch qu'on connaît bien ici à Tarbes, mais il y a le général de Castelnau qui commande la 5e armée, qui est partisan de l'offensive à outrance, c'est ce qu'il dit. Et donc l'idée, c'est dès qu'on voit une brèche, on attaque. Le seul problème, c'est que l'armée française, à cette époque, vit encore... Napoléon, c'est loin, mais on n'est encore pas très éloigné. C'est encore le souvenir des charges héroïques à la baïonnette, en termes d'offensive. Et puis surtout, on charge avec le plumet au chapeau, les pantalons de Garance, c'est un rouge Garance, qui ont le tort de se voir de très loin. Et ça fait encore partie de l'uniforme de beaucoup de fantassins. Et donc c'est cette armée française donc, qui va pratiquer l'offensive, alors notamment sur la partie qui est très proche de la France et sur la partie Lorraine. Donc les premières batailles vont avoir lieu dans cette région au mois d'août, ainsi que
sur le nord de la France, mais à partir du moment où les Allemands vont commencer à envahir la Belgique, et la France va se porter au secours de la Belgique envahie. Et alors l'aviation, ben, elle a été désarmée très vite, enfin les idées de Raymond Solier et d'autres. Et surtout, on a un général Bernard qui est un artilleur qui prend en charge la direction de l'aviation à cette époque. Et ça a été l'objet d'un conflit depuis la création de l'aéronautique militaire en 1909 jusqu'au début du conflit, de savoir qui des artilleurs ou du génie allait diriger l'aéronautique militaire. Bon. Et là, à ce moment-là, c'est un artilleur. Et cet artilleur dit, bon, ben, les avions n'ont pas besoin d'être armés. Il prend aussi la décision de fermer les écoles, parce que la guerre va être courte. Donc on ferme les écoles de pilotage. On concentre tous les moyens d'avion. Tous les avions qui ne volent pas très bien, ben, on en fait des pingouins, des rouleurs pour continuer à transformer les derniers pilotes. Mais on se dit, dans 6 mois, l'affaire est bâchée. Et alors voilà ce qui va se passer au niveau des opérations. Donc vous voyez les mouvements, donc nos armées qui sont réparties sur toute sur tous les points névralgiques du front. Et la surprise, bien sûr, va venir des Allemands, puisque au début on ne pensait pas que l'armée allemande allait passer par la Belgique et violer sa neutralité. Mais bon, l'armée réagit assez vite et ils se portent au-devant d'eux. Mais très vite, ils ont repéré toujours les mêmes points faibles de la défense française. C'est toujours le passage par les Ardennes. Bon, cette fois, eh bien, ils ont réussi à les contourner. Mais bon, en 1940, ils y feront passer des chars. Mais ça a toujours été un point faible des dispositifs militaires. Et surtout, en Lorraine, ça ne se passe pas très bien, parce qu'on a négligé d'utiliser les reconnaissances aériennes. C'est-à-dire qu'il y a eu des rapports qui ont été faits sur des reconnaissances aériennes, mais ça n'a pas... soit les généraux à l'état-major ne les ont pas pris au sérieux, soit c'est arrivé trop tardivement, soit les reconnaissances n'ont pas été orientées dans les bons endroits. Donc du coup, l'armée se retrouve en face de forces allemandes qui étaient plus importantes que prévu. Parce que les Allemands, eux, ont fait la règle inverse. Ils se sont dit, les Russes, de toute façon, ça va être un rouleau compresseur. On va les laisser pénétrer en Pologne. Même si c'est notre zone, c'est pas très grave. Mais par contre, on va régler le cas des Français et des Anglais. C'est-à-dire qu'en infligeant une défaite aux Français, on pensait que les Anglais allaient très rapidement se retirer du conflit. Donc du coup, tout l'effort, il y a plus de 5 armées allemandes qui sont sur le front de l'Ouest, alors qu'il n'y a qu'une seule armée qui est du côté russe. Alors voilà ce qui se passe donc, fin août 1914, ce qu'on a appelé la bataille des frontières. Donc on envoie nos braves soldats chargés avec leurs pantalons rouges. Et puis en face, les Allemands, eux, ils ont commencé à mettre en place leur mitrailleuse, donc héritée de la Maxim, c'est la MG-08. Et donc qui accompagne toutes les divisions d'infanterie. Et elles ne sont pas reléguées à l'arrière comme les principales mitrailleuses françaises, elles sont affectées à des unités d'artillerie avec les canons de 64. Et alors surtout, les Allemands ont mis en place une tactique efficace de reconnaissance, justement pour savoir où est-ce que leurs troupes peuvent percer. Il n'y a qu'un seul moment où ça ne va pas être très efficace parce que l'armée avance plus vite que prévu et les reconnaissances n'ont pas le temps de vraiment explorer ce qui se passe. Mais on voit le 30 août, il y a une victoire allemande à Tannenberg alors que l'armée allemande est à peu près de 100 000 hommes contre 2 armées russes qui représentent 300 000 hommes. Et à Tannenberg, justement, c'est là où le général von Hindenburg va dire « sans aviateurs, pas de Tannenberg » parce que les aviateurs lui ont permis de savoir où étaient les troupes russes et de faire un piège sur l'une des 2 armées russes qui va être reprise et ils vont faire plus de 100 000 prisonniers. Et là, c'est un terrible affront. Et puis alors là, du coup, le rouleau compresseur russe, plus personne n'y croit en France. Vous voyez les avions aviatiques qui organisaient les reconnaissances. Et alors, du coup, chez les Russes, c'est une catastrophe nationale. Et on se dit, mais il faut absolument aveugler les Allemands. Et il faut abattre leurs avions de reconnaissance. Seulement, on ne sait pas faire.
encore, comment on peut le faire? Et il y a un officier du tsar, alors les indices qu'il a volontairement voulu à la russe se sacrifier sur l'avion, d'autres disent il pensait le faire tomber, il ne savait pas trop comment, et puis il a fini par s'accrocher. Bref, ça se termine par 3 morts, dont le lieutenant Piotr Nesterov, qui pilotait un Moran type G à l'époque, et qui, pour la petite histoire aussi, ce Piotr Nesterov était déjà connu parce que quelques temps avant Pégou, il avait réussi le premier looping, mais il s'était pris 8 jours d'arrêt pour avoir utilisé du matériel sans permission. Et puis alors, comme Pégou a réussi et a été acclamé dans les journaux du monde entier, du coup, on l'a sorti de prison, on lui a rendu ses galons et il est devenu un héros national. Et donc le héros national ne pouvait pas moins qu'essayer d'arrêter ces Allemands qui renseignaient les troupes sur les mouvements. Alors voilà ce qui restait de l'avion allemand après ce coup, alors que les Russes appellent le Taran, le bélier. D'ailleurs, en 1944, paraît-il, ils ont aussi essayé d'arrêter les bombardiers allemands comme ça. Tu as ton micro dans la main. Ouais, j'ai mon micro dans la main. Et donc, le 14 septembre, on revient sur le front de l'Ouest, eh bien c'est là la bataille de la Marne. Et la bataille de la Marne, parce que justement, le 14 septembre, il y a eu des rapports concordants, des reconnaissances aériennes françaises, et qui ont vu le mouvement des Allemands, qui au début, on pensait qu'ils allaient tous vers Paris, et puis ils ont commencé à obliquer vers l'Est. Et en présentant leur flanc, c'est ce qui a permis aux troupes qui étaient du camp retranché de Paris d'attaquer et de percer le flanc des Allemands, et donc d'infliger le premier revers à l'armée allemande depuis le début de ce conflit. Donc du coup, l'aviation est célébrée. Le général Joffre, en octobre, envoie un communiqué en disant qu'il faut renforcer l'aviation française. Il passe commande de plus de 300 avions. Et surtout, il y a 4 types d'appareils qui sont retenus, et notamment le Morane-Saulnier type L, parce qu'ils ont trouvé que c'était l'appareil qui était le plus rapide, donc qui permettait de faire des reconnaissances, et surtout de suivre les reconnaissances des avions allemands. Alors, là-dessus, on est toujours en train de se demander, mais comment on pourrait faire pour empêcher les Allemands d'envoyer leurs avions de reconnaissance au-dessus de nos troupes? Et alors, il y a un aviateur, à cette époque, donc on est en octobre, qui vole une escadrille de la MS-23, qui est la première équipée des fameux Morane-Saulnier qui auraient dû être affectés aux Turcs. Et donc, il a l'idée de mettre au point un grappin. Donc, vous voyez le grappin avec ses 4 crochets en dessous. Et donc, d'accrocher les haubans de l'ennemi et faire en sorte que son appareil soit inutilisable. Bon, il n'a pas eu beaucoup de succès dans ses tentatives, mais au moins il ne s'est pas tué. Et, il est mort quelques années plus tard en combat aérien, mais c'était dans d'autres circonstances. Et alors après, les gens commencent à se dire, mais on a cette merveilleuse Hotchkiss de cavalerie, et si on l'a montée sur un avion, c'est le descendre des ennemis. Bon, certains disent, mais vous ne pensez pas, vous êtes fous. Bon, le général Bernard, entre-temps, a été remplacé, et du coup, certains commencent à l'expérimenter. Alors ça, c'est sur un avion Lotor. En Angleterre aussi, on y pense, et alors finalement, la firme Vickers, c'est un petit peu légitime, parce que Vickers a le produit sous licence la mitrailleuse Maxim pour les Anglais. Et donc, ils ont l'idée de concevoir un avion qui permette d'emmener leur mitrailleuse Vickers. Alors celle-ci, on la reconnaît avec son plateau rond, le chargeur de munitions. Bon, mais ces appareils, ils ont quand même un inconvénient, c'est qu'ils sont relativement lents. Alors en France, on va faire pareil aussi, on va équiper donc ces avions qui sont à configuration propulsive. C'est un gros avantage, c'est qu'on peut tirer depuis le balcon, mais par contre, c'est terriblement lent. C'est-à-dire aujourd'hui, on dit les avions propulsifs, ils sont plus forts, mais le problème, c'est quand on voit la configuration avec le haut banal et tout, c'est des avions qui sont terriblement lents. Ils allaient, en vitesse opérationnelle avec l'équipement, ils étaient à moins de 100 km/h. Or, les aviatiques et autres appareils de reconnaissance allemands avaient des vitesses en patrouille qui étaient de l'ordre de 110, 120 km/h. Donc autant dire qu'il fallait un bon coup de bol pour arriver à rattraper l'avion allemand. Mais bon, le 5 octobre, donc, il y a le premier combat aérien, et c'est les premiers Français qui abattent un avion allemand avec la mitrailleuse Hotchkiss.
modèle 1914. Alors, sur l'évolution du conflit fait que eh bien, les alliances se bouleversent, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la Bulgarie et l'Empire ottoman rejoignent les centraux, tandis que l'Italie va passer dans le camp allié. Ce qui change un peu la donne, et tout le monde se met à commander des avions en grande quantité. Et alors, à la même époque, Roland Garros, qui a été pilote pour la firme Morane-Saulnier, il était à l'escadrille MS-23, donc il continue à voler sur Morane-Saulnier, il volait sur type L, et il est resté en contact avec Raymond Saulnier, et il obtient de se faire affecter au camp de tranchées de Paris, pour pouvoir mettre au point le système de tir à travers l'hélice. Alors le système de tir à travers l'hélice, bon, ils ont essayé la synchronisation, mais ils se sont bien rendus compte que ça ne marchait pas avec la Hotchkiss. Bon, parce qu'elle avait une cadence de tir qui était assez irrégulière. Et alors pour surmonter ce handicap, parce que Roland Garros est assez bouillant, il rêve d'en découdre, etc., il dit, ben, on va utiliser un autre système, et c'est là qu'ils vont concevoir un système de déflecteur. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que 90% des balles passaient, mais le drame, c'était les 10% de balles qui venaient frapper l'hélice. Donc l'idée, c'est qu'avec des plaques de métal, avec cette espèce de guide qui est ici, on arrivait à éviter, dans un premier temps, que les balles fracassent l'hélice, ce qui est un petit peu embêtant pour voler. Voilà, un peu les fureurs. Donc ça, c'est une hélice qui est au musée de l'air avec les déflecteurs d'origine. Vous pouvez voir, bon, ça devait être assez lourd, hein, ça devait quand même peiner les performances de l'appareil. Et donc là, on arrive sur la fin de l'année, et donc Garros, après une première expérimentation au camp retranché, enfin, ils ont fait des essais de tir au sol, il est autorisé donc à l'essayer en opération. Et donc il est affecté à une nouvelle escadrille, c'est l'escadrille MS-26 qui à ce moment-là est à Dunkerque. Donc il y a eu entre-temps un épisode militaire qui était la course à la mer, puisque bon, chacun essayait de couper le ravitaillement de l'autre, et donc Dunkerque est resté en zone française avec l'appui des Anglais. Mais il y a un front qui est assez actif à cet endroit-là. Donc ils se disent, si on peut repérer les mouvements de l'ennemi et en même temps rabattre leurs avions de reconnaissance, ça peut être très utile. Et parallèlement, un mois plus tard, il y a la création de l'aviation de chasse, la création officielle, par un commandant qui s'appelle le commandant Tricorneau de Rose, alors qui est un cavalier d'origine. Et ce cavalier s'était fait remarquer une première fois, c'est quand il y a eu la séparation entre l'Église et l'État. Il avait été envoyé par le gouvernement en mission de contrôle des églises, et il avait refusé de le faire. Alors évidemment, désobéissance, etc. Marqué, il se retrouve aux arrêts. Bon, il est quand même soutenu par un certain nombre de collègues qui sont fervents catholiques comme lui. Et tout juste au début du conflit, bon, il est réintégré, mais évidemment, il n'est que commandant, alors que certains de ses collègues sont déjà colonels, voire généraux. Mais il a envie d'en découdre, et dès le début de 1914, lui aussi, il pensait au système de tir à travers l'hélice. Mais bon, comme ça ne va pas assez vite à son goût, il se dit, de toute façon, on va faire de la chasse, on a des carabines, des mousquetons, on va bien trouver un moyen d'abattre les avions de reconnaissance ennemis. Et surtout, bon, il y a aussi un autre fait, c'est que la cavalerie qui, à l'origine, bon, était là pour éclairer l'infanterie, ben aujourd'hui, à ce stade du conflit, elle n'a plus aucun rôle parce que les cavaliers sont dans les tranchées, le front s'est stabilisé, et donc si les cavaliers veulent voir un peu d'action, il y a une porte qui s'ouvre, c'est l'aviation. Alors, le commandant de Rose ne va pas avoir trop de problèmes pour recruter les pilotes. Alors on voit, bon, selon les uniformes, les gens viennent d'un peu tous les horizons. Bon, au début, c'est beaucoup de cavaliers, vous pouvez voir les bottes, c'est des gens qui viennent de la cavalerie comme lui. Certains ont eu une expérience du pilotage, d'autres pas, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils aient envie de faire la chasse.
Et donc il lance, alors cette unité c'est l'escadrille MS-12, donc qui est la première escadrille officiellement vouée à rechercher le combat et à abattre les avions ennemis. Alors vous voyez l'équipement de certains pilotes, alors celui-là malheureusement je n'ai pas son nom, et vous voyez c'était le casque des pilotes militaires modèle 1914. Par la suite ça va évoluer un peu, mais ce qu'on prévoyait c'est qu'il y avait beaucoup d'avions qui se mettaient en pylône, et qui se retournait au sol. Donc il fallait qu'il y ait un espèce d'amortisseur pour éviter la fracture du crâne. Par la suite, on verra que ce sera moins fréquent, et surtout les mâts de cabane deviennent plus solides. Et donc on va voir apparaître progressivement les serre-têtes qu'on a connues ultérieurement. Mais donc ça c'est le casque modèle 1914. Et alors donc, on est toujours en mars, Roland Garros entreprend de faire monter donc la mitrailleuse Hotchkiss sur le type L à Dunkerque parce qu'il a eu un petit souci, c'est que normalement il devait l'essayer sur le type N. C'était un avion de course qu'il avait utilisé juste avant la guerre, qui était un appareil très rapide puisqu'il atteignait 145 km/h. Et avec ça, il espérait justement pouvoir rattraper facilement les avions ennemis. Mais manque de chance, il y a eu une tempête sur le terrain de Dunkerque et le type N est brisé pendant la tempête. Du coup, il se rabat sur un avion qui dote l'escadrille, donc qui est un type L. Voilà. Et ce qui aboutit au 1er avril 1915, où là, il va donc utiliser opérationnellement l'arme. Alors pendant quelques semaines, il a patrouillé sans succès, puis là, le 1er avril, il voit un aviatique qui est en patrouille près de Dunkerque, il arrive et il abat l'avion. Donc cette photo est authentifiée par le service historique de l'armée de l'air comme étant une des photos, alors c'était peut-être pas celle du 1er avril, mais une des photos de la période où Roland Garros a utilisé opérationnellement. Donc on voit avec son système de cette espèce de crosse qui est sur le côté, qui lui permettait de réarmer et de faciliter le passage. Donc là, il partait avec des bandes de 25 cartouches. Le 15 avril, c'est sa seconde victoire, donc encore un aviatique qui est abattu cette fois du côté de la Belgique. Et le 18 avril, donc sa troisième victoire, et là c'est un Albatros, donc toujours en Belgique, alors pas très loin de Poelcapelle, où est supposé avoir disparu Georges Guilmer quelques années plus tard. Et il repart dans l'après-midi, parce que ça ne chômait pas, et il devait aller bombarder la gare de Courtrai, en Belgique. Et là, il est obligé d'atterrir à 10 km de là. Et là, il est fait prisonnier. Puis il devait brûler son avion, mais il n'a pas le temps de le brûler. Et on va voir que la suite va avoir quelques conséquences. Alors là, on le voit en captivité. Donc, son pantalon avait été abîmé dans l'accident. Donc on lui a donné, tant bien que mal, une veste. Et là, il est en compagnie d'un officier russe au milieu et d'Anselme Marshall, avec lequel il va s'évader à la fin de l'année, enfin en 1917. Et donc, c'est ce Anselme Marshall qui inspirera aussi le personnage de Maréchal dans La Grande Illusion, le film de Jean Renoir, qui était un titi parisien ou en couleur. Et donc là, vous avez le tableau de chasse de cette première année 1915. Donc vous avez à la fois l'escadrille MS-12, donc du commandant de Rose, donc avec quelques premières victoires donc, qui sont homologuées. Vous avez également, il y avait le sergent Navarre qui était à la MS-23, qui après va passer donc, à la MS-12, et puis Garros qui commence à enregistrer ses premières victoires. Alors il y a un autre aviateur qui va se rajouter au palmarès, c'est l'aviateur Eugène Gilbert, mais au début il n'a pas eu de chance, c'est que tous les appareils qu'il a abattus à la carabine sont tombés du côté des lignes allemandes, donc ces victoires n'ont pas été homologuées. Et sinon, ça aurait vraisemblablement, Eugène Gilbert aurait été le premier as. Ah, vous voyez, là, un des pilotes de la MS-12, donc ils étaient équipés de la mitrailleuse montée en affût, et donc c'était l'observateur qui avait la charge de descendre l'avion ennemi.
Toujours en 1915, on a également un autre exploit, c'est un aviateur anglais qui, avec un type L, il va détruire un zeppelin. Parce qu'à cette époque, bon, les zeppelins représentaient une menace, mais c'était plus psychologique que réellement efficace sur le plan militaire, mais c'était considéré comme prioritaire. Il y a eu de nombreuses missions qui ont été lancées pour essayer de détruire la construction des zeppelins Friedrichshafen. Et c'était la hantise. Bon, quand ils ont bombardé Londres, il y a eu 50 morts. Alors aujourd'hui, ça paraît ridicule, mais ça a eu un énorme impact psychologique. Donc cet officier de la Royal Navy, en l'attaquant, alors comme il n'avait pas encore le système ni de tir à travers l'hélice, ni d'observateur, il a détruit le zeppelin en lui lâchant une bombe incendiaire depuis le dessus. Ce qui était quand même assez audacieux, parce que quand on rappelle, les zeppelins à cette époque étaient gonflés à l'hydrogène, donc quand ça a explosé, ça a dû être assez spectaculaire. Et donc c'est le premier aviateur côté britannique qui reçoit la Victoria Cross, qui est la plus haute distinction britannique. Voilà. Et en avril 1915, entre-temps, il y a le racer type N, donc qui normalement aurait dû être utilisé par Garros, mais bon, qui avait été détruit dans la tempête qui a précédé son expérimentation du tir à travers l'hélice. Mais il y a d'autres aviateurs qui demandent à avoir un type N. Et donc, il y a une production qui est lancée. Et alors notamment Eugène Gilbert, qui essaie de briller et d'avoir enfin des victoires homologuées. Et alors, il baptise son avion Le Vengeur. Donc ce Eugène Gilbert, c'était aussi un pilote de meeting d'avant la guerre, et qui n'a pas eu la même gloire que les autres, mais qui était assez combatif. Et c'était un ami de Marc Pourpret et de Roland Garros. C'est pour ça qu'il appelait son avion Le Vengeur. Et alors, pour la petite histoire aussi, c'est intéressant de voir, c'est une des premières photos aériennes d'un avion en vol, parce qu'il faut imaginer que les appareils photos de l'époque, c'était des chambres, donc c'était pas évident. Et on pense que c'était pour remonter le moral des troupes à cette époque que l'état-major a décidé qu'il fallait monter cette opération photo. Voilà, donc en mai 1915, justement, parlant de propagande, donc, on organise un grand rassemblement de l'aviation de chasse. Et donc un grand rassemblement de l'avion de chasse pour montrer tous les militaires à l'état-major. Et donc parmi ceux-ci, il y a Jules Védrine, qui est aussi c'est le vainqueur de la course Paris-Madrid de 1911, qui est un des rares mécanos qui est passé pilote et qui a tenté d'être élu député, mais c'était une des grandes célébrités de l'époque, comme Blériot ou Roland Garros. Et donc Jules Védrine, qui au début de la guerre était chargé des missions spéciales, c'est-à-dire principalement d'aller déposer des agents de renseignement derrière les lignes ennemies. Et pour la circonstance, on lui a demandé de rejoindre l'escadrille MS-3 et pour aussi faire un peu de propagande pour cette création de l'aviation de chasse, parce qu'au même moment, ça devient très difficile dans le ciel français, parce que les Allemands commencent à montrer les dents. Et donc on voit bien l'équipement de son appareil et comment était montée donc la mitrailleuse Hotchkiss. Vous pouvez voir, et vous voyez que l'équipement de bord était assez réduit, hein, il y avait un compte-tour et un indicateur de vitesse. Et au milieu, c'était un dérouleur de cartes. Et par contre, le tabac n'était pas encore proscrit. Alors, autre pilote, c'est Jean Navarre, qui est, on a surnommé dans les journaux la sentinelle de Verdun, puisqu'il a accumulé un nombre incroyable de sorties au moment de la bataille de Verdun. Et Jean Navarre, il commence à faire ses premières armes à cette époque. Donc il vole sur le type L, il vole ensuite sur le type N. Il fait partie de ceux qui sont affectés à un type N. Il a continué à voler sur des monoplans Morane jusqu'en 1916, parce qu'il trouvait que ça allait suffisamment vite et que c'était intéressant, alors que la plupart commençaient à préférer les biplans de Nieuport qui sont arrivés sur le front et qui étaient beaucoup plus maniables. Voilà donc un type N qui est... On suppose que Jean Navarre, quand il a eu le titre d'As, il a fait peindre ses bandes, mais bon, faute de photos, c'est peut-être une vue de l'artiste. Et donc on voit aussi des particularités du type N, c'était justement cette casserole d'hélice qui était blindée, qui visait à protéger
on tire des balles parce que les avions à cette époque avaient pour mission aussi de rassurer le sol et de voler assez près des lignes de front, mais du coup ils se faisaient tirer dessus au mousqueton. Alors, il n'y a pas eu que les Français qui l'ont utilisé, les Anglais aussi, et donc là c'est le capitaine Ball qui était un des premiers ISAS britanniques et qui a eu l'occasion de voler donc sur, alors les Anglais l'appelaient le Bullet. Et il y a eu jusqu'à 4 escadrilles équipées du Bullet dans différentes versions. Mais les Anglais trouvaient qu'on se posait trop vite avec cet avion. Et ce qui a fait qu'ils l'ont assez vite retiré du front. Par contre, les gens qui l'ont gardé très longtemps, ce sont les Russes. Et la chasse sur le front russe, alors vous voyez ici, alors le cône blindé, il avait un inconvénient, c'est que ça faisait chauffer un peu le moteur. Mais sur le front russe, c'était pas un handicap. Donc là, il les gardait bien précieusement, il décollait souvent de terrain enneigé. Alors le problème sur le front russe, c'est que le front était encore plus grand que le front de l'Ouest et qu'ils ne voyaient pas souvent d'appareils ennemis, sauf dans les grandes concentrations de bataille. Il y a quand même eu quelques as. Bon, ça c'est l'as russe Ivan Smirnov, qui est avec un pilote allemand capturé. Et donc Ivan Smirnov a terminé la guerre avec 12 victoires. Enfin, bon, la guerre s'est terminée un peu plus tôt pour les Russes, puisque après la révolution de 17, comme beaucoup, Smirnov a été obligé de fuir son pays. On le voit, ouais. Et Smirnov a connu une carrière assez étonnante après, puisqu'il a été un des premiers pilotes de la KLM. Après c'est la création de cette compagnie, c'est les premiers qui ont bien voulu d'un apatride. Et après, il a servi notamment dans les liaisons avec l'Australie, quand il y a eu l'offensive japonaise, et il s'est retrouvé en Australie. Et là-dessus, il a travaillé pour le transport commande américain, et il a terminé sa carrière aux États-Unis. Et on le voit ici, donc attaquant allemand. Alors, avec, je dirais, le retour à un certain passé de l'ancien empire russe, parce qu'avant, du temps de l'URSS, c'était pas permis, il ne s'était rien passé avant 1917. Et depuis, il y a des choses qui ressortent et Smirnov redevient une figure très populaire. Voilà, et on voit donc ces images qui m'ont été envoyées par un correspondant russe, donc on les voit sur l'escadrille de Smirnov sur le front. Alors là, on va passer sur d'autres aviateurs qui sont... Alors notamment, en juillet 1915, il y a un aviateur qui se distingue, c'est le jeune homme qui est ici, qui s'appelle Georges Guynemer, et qui remporte sa première victoire. Et alors il a failli être réformé plusieurs fois, et il a eu tout un parcours assez chaotique. Même à l'école de pilotage, il a cassé pas mal d'avions et on a failli l'exclure. Et il y a un pilote qui l'a sauvé, c'est Jules Védrine, qui s'est pris d'affection pour lui. Et qui a insisté pour qu'il aille faire les premières missions de chasse au sein de son escadrille. Et bien il en a pris, puisque donc, ça c'était le 19 juillet 1915, donc il remporte sa première victoire avec son observateur, le sergent Gardère, et ce sera le début il aura eu 53 victoires homologuées pendant le conflit. Donc, on le voit ici en train de faire des démonstrations. Et alors, ce qui se passe, revenons un petit peu en arrière, en mai 1915, il y a l'avion de Roland Garros qui a été capturé, et donc il n'a pas eu le temps de le brûler. Et du coup, les Allemands regardent le système et ils font venir un constructeur qui travaille pour eux, qui s'appelle Anthony Fokker, qui est un Hollandais. Et Anthony Fokker, il a déjà réalisé des copies d'avions Morane, donc il connaît assez bien le sujet. D'ailleurs, quand on regarde un peu son premier Fokker, celui-ci, c'est le Fokker M5, il y a une étrange ressemblance avec les types G et H. Il y a juste la dérive qui est la signature de Fokker, donc, qui est arrondie. Et donc il a l'idée, alors la principale différence quand même, il y a quand même quelques avantages, sur le fuselage étant tube métallique soudé, alors que sur les Morane, donc c'était des cadres bois, toile et contreplaqué. Et cet avion Fokker va être motorisé, alors au début, les premiers, c'est une copie du Leron, qui est fait par la firme Oberhusel, qui n'ont pas une grande réputation, mais par la suite, ils vont récupérer des moteurs Leron à 110 chevaux qui vont être montés sur la version 3
du Fokker monoplan. Et là, on le voit aux côtés du lieutenant Kurt Wingens, qui était désigné par l'état-major pour mener la première expérimentation de chasse avec donc le Fokker équipé du système de tir à travers l'hélice. Alors le système de Fokker, il est un petit peu différent, parce que déjà, bon, il bénéficie d'une mitrailleuse qui a une course, la course du piston beaucoup plus courte, et qui peuvent synchroniser via une canne, et donc permettre de véritablement synchroniser le tir. Donc avec un système donc c'est Fokker qui met au point le système de boutons sur le manche, donc qui va permettre de déclencher le tir. Et là, ça va s'avérer redoutable. En plus, il bénéficie d'une nouvelle version de la 0815. Alors la MG08 initiale, avec son trépied, elle pesait dans les 60 kg. La MG0815 a été bien sûr délestée d'un certain nombre de composants pour être plus efficace, et elle pèse une vingtaine de kilos. Donc, deux avantages qui vont permettre au Fokker de peser assez lourd dans le début du conflit. Là, on voit Anthony Fokker qui essayait lui-même ses avions. Bon, là, c'était sans la mitrailleuse. Et donc, c'est le début, en juillet, de ce qu'on appelait le Fléau Fokker. Et alors, ironiquement, les premiers avions que le lieutenant Wingens va abattre lors de son expérimentation, ce sont des types L, qui étaient en mission de reconnaissance dans le nord dans le sud de la Belgique. Et très vite, donc, c'est un succès. Et à partir de septembre 1915, on commence à voir apparaître les premiers As allemands qui bénéficient d'une machine de guerre redoutable. Donc là, un des plus connus, Maxim Hellmann, parce qu'il a laissé son nom à une figure de voltige, et qui était basé à Lille, qui était donc en zone occupée par l'Allemagne, et qui a été un des premiers à définir, justement, à utiliser la voltige pour ses tactiques de combat, pour montrer à tous ces jeunes pilotes comment arriver à se placer à la bonne position par rapport à l'adversaire. Il faut penser que le tir, à cette époque, il fallait s'approcher relativement près. Bon, ça avait une portée maximale de 400 mètres, mais pour être efficace, il fallait s'approcher à 200 mètres. Et donc, il a eu 17 victoires avant de se faire tuer, parce qu'évidemment, à cette époque-là, les pilotes n'avaient pas une durée de vie très longue, surtout quand ils étaient au combat tous les jours. Et son successeur, c'est un certain Oswald Bolk, qui est également un as de l'aviation allemande, et c'est lui qui va organiser les escadrilles de chasse allemandes. Et donc jusque-là, il ne s'en était pas préoccupé, c'est-à-dire que les chasseurs étaient expérimentaux, déplacés au gré de certaines unités, et ils vont faire comme les Français, avoir des escadrilles spécialisées pour la chasse, le combat, qu'ils vont appeler les Irkus, et dont un des plus célèbres sera celui dirigé par un élève de Bolke qui s'appelle Manfred von Richthofen, le fameux baron rouge. Et on voit, bon, la France de son côté en 1916 va également s'organiser. Donc on voit l'avion le Morane, alors c'est le type AC de Jean Navarre qui est devant, et on voit derrière, il y a encore donc, les types L qui sont en activité. Et on va regrouper jusqu'à 5 escadrilles de chasse spécialisées autour de Verdun. Alors voilà les pilotes de la MS-12, là qui sont, donc on est en 1916, ils sont déjà passés sur Nieuport. En ce temps-là, les Anglais ils mettent en place leur dernier pusher qui est le DH2, mais qui a un très gros moteur, donc il arrive à peu près à suivre les appareils ennemis. Ça va être une première réponse, mais surtout l'autre réponse c'est le Nieuport 11. Alors au début on va lui monter la mitrailleuse au-dessus parce qu'on n'arrive pas, toujours pas à bien synchroniser, et le système de déflecteur pénalise trop les performances. Donc le bébé va être équipé d'une mitrailleuse qui va être montée sur le plan supérieur. Mais bien vite, en 1916, l'état-major prend une décision, on va s'équiper de la mitrailleuse Lewis, qui elle permet la synchronisation. Donc avec son chargeur rond qui permet de tirer, là on était passé à 90 coups. Et donc ça va être monté notamment sur des appareils comme le type AC. Donc le type AC reprend la silhouette générale du type N,
mais le profil d'aile a changé et il y a un haut banage inférieur qui donne plus de rigidité à la voilure et évite les déformations. Et puis c'est un des premiers appareils donc, qui commence à être équipé d'ailerons, alors que jusque-là on était toujours avec le gauchissement. Le gauchissement ayant pas mal d'inconvénients, notamment qu'il faut toujours se poser face au vent parce qu'on ne peut pas tellement lutter contre le vent de travers. Et donc ces appareils-là, bon, c'est la dernière tentative de Morane de s'imposer sur le marché, mais définitivement on trouve que les Nieuport sont quand même plus faciles à piloter puisqu'ils se posent beaucoup moins vite. Bon, on n'a pas encore inventé les volets de courbure et le biplan permet une approche à beaucoup plus faible vitesse. Et c'est beaucoup plus maniable et souple d'emploi. Et bref, la vitesse n'est pas une priorité à ce moment-là puisque très vite, les combats aériens, ça tourne autour des mêmes endroits, des mêmes poches, près du front. Et donc ça ne nécessite pas de se rapprocher très rapidement d'un bout à l'autre du front. Voilà le système de synchronisation monté sur le AC. Donc on voit avec les bandes de cartouchières. Alors celui-ci a non pas la Lewis avec le chargeur au-dessus, mais là on passait avec un nombre plus important de cartouches. Alors tout ça, ça a été le premier système à la MS-12 a été imaginé par un sergent-chef, mais bon, qui était ingénieur dans le civil, qui s'appelle Robert Alcan, qui avait travaillé chez Morane. Et la maison Alcan a fait florès après, puisque les pods d'accroche sous les voilures des avions de combat, aujourd'hui, c'est une société qui s'appelle Alcan qui les fabrique. Et donc c'est ce monsieur Alcan qui a initié ça par cette première innovation. Et donc toujours en 1916 apparaît le Nieuport 17 qui lui a un système de synchronisation. Alors bon, il n'y avait pas un moteur très puissant, et comme tous les Nieuport, c'était des appareils assez légers. Donc on n'en était pas encore à mettre 2 mitrailleuses sur le capot. Et donc la plupart ont été équipés de la mitrailleuse Lewis ou de la Vickers, qui avait à peu près le même type de fonctionnement et qui se synchronisait donc avec l'hélice. Et on voit donc c'est le début où les Alliés reprennent le dessus et arrivent à l'emporter sur les Fokker monoplans. Et il faudra attendre l'arrivée, non pas du Fokker triplan, qui était très maniable, mais qui avait beaucoup d'inconvénients et qui, quand il était mis entre les mains de gens moins expérimentés que le Baron Rouge, le Fokker triplan pouvait être un engin très dangereux. Donc c'est seulement à partir du Fokker D7 et des Albatros 5 que les Allemands vont reprendre un petit peu l'avantage, mais pas pour longtemps. Et en 1916, c'est là qu'on voit apparaître officiellement les insignes des escadrons de chasse, parce que jusque-là, vous voyez, les avions avaient parfois des insignes personnels, mais il n'y avait pas d'insignes officiels. Alors les premiers, comme c'était des cavaliers, sont assez inspirés des fanions de cavalerie, distribués par régiment. Un thème qui revient dans beaucoup d'escadrilles, c'était la cigogne. Et d'ailleurs, le premier groupe de chasse constitué, avec donc plusieurs escadrilles qui avaient cet emblème. Donc ça devient le groupe des cigognes, le groupe de chasse 12, où il y avait la MS-12, la MS-3, la MS-103 qui vont être regroupés. Et en 1916 aussi, on commence à voir fleurir des magazines. Alors bon, à l'époque, il y avait la censure, il y avait beaucoup de choses qui ne passaient pas. Mais il y avait une attente du public qui avait très peu d'informations et qui commençait à s'enthousiasmer jusqu'à ce que l'état-major voit l'intérêt de faire passer des nouvelles et d'entretenir le moral de l'arrière. Et donc ils ont favorisé la sortie de publications. Alors bon, il y a la guerre aérienne illustrée qui était le plus connue en France. Et il y a eu la même chose en Angleterre avec The Sphere. Mais à une époque, c'était des journaux qui tiraient à plus de 60 000 exemplaires. Et beaucoup d'histoires, justement, ont été reprises, des histoires de la guerre aérienne illustrée. Mais alors souvent, c'est là pour l'historien amateur que je suis, c'est qu'il faut arriver à démêler la part de propagande de ce qui était la réalité sur le terrain. Et tout n'est pas à prendre pour argent comptant. Mais c'est quand même une source intéressante parce qu'il y a des histoires qui auraient été absolument inconnues sans ce genre de publication.
Et puis en 1917, Morane-Saulnier fait encore une énième tentative pour revenir sur le marché de l'avion de chasse avec le AI, qui est certainement un des appareils les plus aboutis, qui vont être équipés, alors soit les 130 chevaux Clerget, avec un moteur malheureusement qui sera désastreux, le gnome monosoupape. Mais de l'autre côté, l'état-major a plus ou moins décidé, sont arrivés les SPAD avec le moteur hispano-suiza. Morane-Saulnier avait regardé au début, mais ils n'avaient pas du tout cru à un moteur refroidi par liquide, aussi lourd et puissant. Bon, ça a été une erreur parce que très vite, ça va être une arme de guerre redoutable. Bon, alors le SPAD, comparé au AI, c'est un avion qui est lourd, qui est beaucoup moins manœuvrant, mais entre les mains de certains pilotes, c'était une plateforme de tir excellente. Et d'ailleurs, c'est là où on va voir le changement des tactiques. Il y a moins de combats individuels et il y a de plus en plus de combats en groupe. Et c'est ce qui va caractériser la suite du conflit. Donc ça, c'est le SPAD 13, équipé de 2 mitrailleuses, moteur hispano-suiza et un V8 de 120 chevaux. Et c'est vraiment lui qui va donner la suprématie, et on va en construire plus de 8000 sur la fin du conflit. Et surtout, ça va donner à la division aérienne, c'est le premier regroupement de forces aériennes en nombre qui va inspirer la création de l'armée de l'air des années après. Et surtout, les Anglais, eux, ils ont créé leur Royal Air Force à la fin de l'année 1918, un peu inspiré par justement tous ces avions qui volent en même temps, qui forment une masse, sont capables, y compris d'arrêter des offensives et de prendre la maîtrise de l'air. Et donc ça va être l'évolution du conflit, que certains ne vont pas complètement percevoir, parce qu'il y aura beaucoup d'errements sur les conclusions réelles à tirer de tout ça. Mais c'est à partir de là qu'on quitte le domaine un peu artisanal et pionnier pour aller vers un domaine plus industriel et donc qui va permettre de l'emporter sur la fin du conflit. Et notamment, un exemple de pilote de cette fin de la guerre, c'est René Fonck, qui enseignait à ses élèves à toujours voler haut, toujours en nombre, et à s'entraîner au tir, parce que la finalité du pilote de chasse, pour lui, c'était ça. Et Fonck aura plus de 103 victoires probables et 80 homologués. Mais Fonck, on en parle moins parce qu'évidemment, il était moins brillant, moins héroïque et chevaleresque que ne pouvait l'être Guynemer. Mais Fonck incarnait bien justement ce règne de l'efficacité et qui voulait mettre un terme à la guerre. Voilà, et pour conclure, un petit chiffre sur tout ce qui s'est passé dans ces années de conflit. Il y a eu 17 730 brevets de pilotes militaires, plus de 10 500 avions construits. Et ça a permis pendant des années à l'aviation française de régner, y compris sur les marchés à l'étranger, puisque ça devenait un exemple à suivre pour tout le monde. Et tout ça au travers de cette création de la chasse, d'autres épisodes, mais bon, on avait décidé de circonscrire le sujet sur la chasse. Voilà. Et la chasse, c'est toujours un sujet d'actualité, même aujourd'hui, même à l'époque du drone. On peut le constater tous les jours, qu'un certain nombre d'enseignements viennent de cette époque. Et donc, on doit toujours regarder ça avec beaucoup de respect. Voilà, bien écoutez, j'ai fini mon exposé, et si vous avez des questions... Vous venez de parler du